9. Après m'avoir sauvé la vie, la chatte extraterrestre a insisté pour que je la féconde. J'espère que vous apprécierez votre séjour dans ce royaume fantastique. Laissez un commentaire pour nous dire où vous êtes en ce moment. Aussi, appuyez sur ce bouton d'abonnement si vous aimez cet article. Courant sur des racines glissantes de mousse qui se tortillaient à travers le sol de la jungle, comme des serpents gelés, EML inhalait l'air lourd et suffocant qui sentait la pourriture extraterrestre et la chlorophylle hyperactive. Sa tunique sans manches collait à son corps, une combinaison gluante de transpiration et de l'humidité éternelle de cet environnement désolé, et chaque respiration laborieuse témoignait de sa stamina en déclin. Le son du pas rythmique à 6 pattes de la meute résonnait à travers la forêt épaisse derrière lui, ajoutant au rythme frénétique qui correspondait au martèlement effrayé de son propre cœur. Le rythme implacable de la course laissait présager une conclusion horrible. Il prit un risque en regardant par-dessus son épaule, ce qui lui fit perdre l'équilibre et aperçut des yeux complexes qui perçaient à travers le feuillage tortueux en forme de fougère. Leur gazouillis devenait de plus en plus confiant à mesure qu'il détectait son ralentissement. Même si son esprit scientifique avait du mal à l'accepter, il était une proie. Dans une certitude horrible et inexorable qui ne laissait aucune place à l'optimisme, les prédateurs réduisaient l'écart et les muscles hurlants le savaient parfaitement. Ses jambes étaient épuisées par la désespoir alimentée par l'adrénaline qu'il ressentait depuis 1 heure, mais il se força à continuer les yeux cherchant frénétiquement toute indication de sécurité ou une position défensive qui pourrait lui offrir une pause dans cette poursuite incessante. Un gigantesque mur de roche, presque obscurci par une cascade de vignes lumineuses, offrait au pêcheur son seul choix, un passage sombre qui pourrait mener à sa rédemption ou à sa chute plutôt discrète. Il tourna impulsivement son corps se tordant de douleur à cause de la brusque correction de trajectoire et plongea tête la première dans l'entrée ombragée où les murs de pierre masquèrent brièvement les bruits de sa poursuite. Le tunnel ne s'étendait pas très loin avant de s'ouvrir sur une immense caverne, une impasse qui lui causait encore plus d'angoisse. Même s'il faisait principalement sombre dans la pièce, les formes étaient éclairées par une bioluminescence effrayante qui provenait d'énormes champignons accrochés au plafond et aux murs. Leur délicate illumination verte et bleue dansait en longues ombres allongées qui semblaient narguer son enchantement. Au milieu de la caverne souterraine, il s'arrêta brusquement, puis se retourna pour faire face à l'entrée. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il se préparait à l'approche des monstres. Un hybride terrifiant d'insectes et de canidés, son corps segmenté rampant près du sol, et ses mandibules claquant d'impatience, émergea de l'obscurité alors que le crépitement atteignait un crescendo à l'entrée de la grotte. 2 autres les rejoignirent rapidement et les 3 se dispersèrent pour bloquer la seule issue. Leurs mouvements étaient furtifs et fluides, et ils ont acculé leur proie fatiguée avec aisance, comme si c'était une seconde nature pour eux. Une ombre glissa du plafond du tunnel à une vitesse incroyable, interrompant la bête de tête alors qu'elle préparait ses pattes musclées à bondir. Un spectacle hypnotique d'agression contrôlée et de fourrure noire comme la nuit descendit sur le sol de la caverne avec un léger bruit sourd avant d'exploser en action. Avec ses pensées figées par la terreur, Émile ne pouvait rien faire d'autre que regarder. Chargez droit sur les prédateurs alors que votre majestueuse silhouette de chat de 9 pieds de haut apparaît. Une énorme main griffue avec des pointes de griffes comme des poignards d'obsidienne fendit l'air écrasant la première bête contre la paroi du tunnel avec un craquement horrible. Une tornade d'une élégance terrible et hypnotique balaya la créature. Efficacité mortelle empalant le 2e prédateur avant qu'il ne puisse réagir avec une lance dentelée taillée dans un os énorme. Un coup de pied puissant a fracturé la colonne vertébrale du 3e, qui avait été temporairement pris de court par l'arrivée inattendue de ses nouveaux ennemis bien plus menaçants. Toute l'altercation était terminée en un clin d'œil.
Ayant juste vécu une intense exertion physique, Émile était à bout de souffle et tremblait d'émerveillement devant le ballet silencieux et mortel qui venait de se dérouler devant lui. Il y eut un dernier affrontement. Détournant le regard des cadavres tremblants des bêtes mortes, la guerrière géante se concentra sur le seul être humain recroquevillé au milieu d'eux. Emma se sentait comme un insecte sous un microscope, alors que sa démarche lente et délibérée résonnait dans la caverne, ses pas résonnant sur le sol de pierre. La contradiction de sa silhouette était choquante. Sa silhouette respirait la force et la vitesse, avec une taille fine qui s'évasait en cuisses puissantes et des hanches voluptueuses, et son corps recouvert d'une fourrure noire lisse comme la nuit, qui semblait absorber la faible lumière des champignons. Il pouvait distinguer son décolleté subtilement défini au-dessus du simple harnais de cuir qu'elle portait, alors qu'elle se rapprochait, montant et descendant sur sa poitrine. Puis, elle se jeta sur lui, et ses énormes mains griffues frappèrent le sol de chaque côté de son crâne, l'enfermant dans une cage qu'elle avait construite. Ses yeux émeraudes, dont les pupilles s'étaient réduites à de petites fentes, brillaient d'un feu anxieux et troublant, et son museau qui ne ressemblait pas du tout à un visage humain, mais avait une féminité intense et inéluctable, se trouvait à quelques centimètres de sa bouche. Dans la pièce, un grognement profond et guttural filtré à travers une matrice de traduction primitive résonnait alors qu'un petit gadget fixé à la sangle en cuir de son biceps s'animait. « Tu vis », dit la voix énonçant l'évidence sans impliquer aucune sorte de victoire. « Tu seras le père de la progéniture de mon peuple parce que tu leur dois la vie. » Les termes étaient si étrangers à Émile qu'il avait du mal à faire le lien avec sa situation réelle. Il ne pouvait que regarder en arrière dans un silence stupéfait car la demande était si ridicule et complètement hors de propos. C'était un individu rationnel et scientifique spécialisé en xénobotanique. Mais sa formation ne l'avait pas préparé à ce qu'une Catwoman extraterrestre de 9 pieds de haut lui sauve la vie et exige ensuite qu'il l'imprègne. Il tenta de s'enquérir davantage, mais la sécheresse de sa gorge et la rigidité de son corps lui firent perdre la voix. Quand la guerrière Ivy vit à quel point il était déconcerté, elle changea son poids. Un mouvement délicat, exsudant une force immense, et il leva un poignet. Un affichage holographique tridimensionnel complexe se matérialisa alors qu'elle tapotait ses griffes sur un minuscule bracelet intégré, envoyant un faisceau de lumière jaillir entre eux. Des figures qui étaient manifestement ses parents apparurent à mesure que l'image changeait. Lent et courbé, le cathare, autrefois fier, marche maintenant avec une boiterie. À mesure que l'image se rapprochait, elle montrait des séquences génétiques se défaire comme une corde effilochée et des structures cellulaires se désintégrer. L'infographie représentait graphiquement une espèce en proie à l'extinction, un peuple anéanti par une terrible peste génétique qui les avait rendus presque totalement stériles. Alors que l'état de cathare se détériorait, une nouvelle projection apparut à côté de l'ancienne. L'étude planétaire que son vaisseau avait effectuée avant son atterrissage atmosphérique désastreux avait enregistré une image complète de lui-même, ce qui l'a secoué. Il a été identifié comme une clé biologique presque parfaite et un donneur approprié par des lignes de lumière qui reliaient son profil génétique à l'ADN cathare contaminé. Ces marqueurs et séquences inhabituelles irradiaient une magnifique lumière dorée. La race de son sauveur pourrait être ravivée avec l'aide d'un déclencheur inhabituel et très nécessaire. Ces mots le frappèrent comme un coup physique, le terrassant au sol. Son sacrifice était pour le bien de toute une civilisation, pas seulement pour un individu. Émile se retrouva dans la faible lueur fongique de la caverne, alors que l'affichage holographique se dissipait en une pluie de lumière scintillante, portant sur ses épaules le poids écrasant de la survie de toute une espèce. Son esprit analytique prit le dessus, évaluant les facteurs impossibles et proposant une réaction pragmatique plutôt que basée sur la terreur. Le premier choc, une vague paralysante d'incrédulité et d'horreur, commença à s'estomper, remplacé par le bourdonnement familier et ancrant. Il se leva lentement et délibérément du sol de pierre glacée, rencontrant le regard vif et intense d'Ivy.
non pas avec la soumission qu'elle aurait pu anticiper, mais avec la détermination inébranlable d'un homme qui, ayant été confronté au destin d'un monde, était maintenant poussé à négocier les conditions de son sauvetage. Sachant qu'il avait une chose unique, inestimable, ayant passé sa vie en tant que scientifique à négocier les mystères intransigeants de la nature, il savait que celui qui détient la clé décide de la manière dont la serrure est tournée. Il serait plus qu'un simple dispositif biologique, quelque chose à utiliser puis à jeter. Il serait plus qu'un simple spectateur dans la vie de ses enfants s'il devenait leur père. Il participerait activement à façonner leur destin. Enfin, il découvrit sa voie. Même lui fut surpris par la clarté avec laquelle il exposa ses exigences, ce qui donna un coup de fouet à son discours initialement bourru. Son raisonnement offrait une certaine protection contre le ridicule de leur situation. Son implication, a-t-il précisé, était volontaire plutôt qu'obligatoire. Et cette décision serait basée sur le respect mutuel et des objectifs communs, lui insistant sur le fait que récupérer la balise de détresse de son vaisseau devait être leur priorité absolue pour le moment, car c'était son seul espoir de s'échapper définitivement de cette planète hostile, impératif biologique ou non. Il proposa un plan novateur, un véritable partenariat dans lequel sa force physique et son acuité scientifique seraient mutuellement bénéfiques, dans lequel elle l'aiderait à secourir son peuple et il l'aiderait à survivre dans la forêt et à localiser sa balise. Alors qu'Ivy était assise là, à l'écoute immobilité, son énorme silhouette complètement immobile. Un petit frémissement dans ses oreilles touffues était tout ce qui restait pour indiquer son émotion. Peu à peu, son agacement initial et sa frustration contenue face à l'arrogance de cet être délicat firent place à un respect réticent. Elle était plus impressionnée par le courage de l'humain de négocier face à une mort certaine que par ses demandes, et elle respectait cette qualité plus que la soumission servile. Elle confirma leur nouvel accord par un long hochement de tête délibéré. Le grognement guttural de son traducteur avait maintenant un ton différent, non pas d'autorité, mais d'assentiment hésitant. Émergeant de la caverne et entrant dans la vaste jungle semblable à une cathédrale, leur dépendance mutuelle était pleinement visible. C'était une leçon de survie sur roue, où ils étaient à la fois instructeurs et élèves. Ivy a une élégance innée qui lui permettait de naviguer sur un terrain périlleux avec aisance. Sa conscience aiguë des cycles délicats de l'environnement lui permettait de repérer les dangers cachés tels que les prédateurs se cachant dans les arbres et les plantes d'apparence inoffensive qui au contact causaient une mort rapide et atroce. Elle lui a transmis des connaissances en lecture de cartes en source d'eau et en furtivité des compétences que son corps bipède maladroit ne possédait pas. Sa persévérance un atout délicat mais étonnamment résilient. Émile, en revanche, a apporté une contribution moins visible mais non moins importante. Les chances ont commencé à changer lorsqu'il a imaginé un ensemble d'outils dans sa tête. Pendant les premiers jours de leur voyage, il travailla minutieusement sur son traducteur, modifiant sa matrice grossière, avec des pièces prélevées sur son propre kit de survie cassé. Il visait à adoucir les tons gutturaux du traducteur et à augmenter son vocabulaire afin que leur conversation puisse passer des commandes de base à des discussions plus approfondies sur des idées et finalement des histoires personnelles. Et il a commencé à construire un amplificateur de signal bien que simple qui fonctionnait. Un hybride artificiel de technologie extraterrestre et humaine créé pour augmenter la puissance du signal de son appel de détresse. Trouver les restes principaux de son vaisseau lui a donné un sentiment d'accomplissement au-delà de sa mission de sauvetage génétique. Ils s'installèrent dans un rythme, un cycle d'activité et de relaxation, mangeant ensemble autour d'un feu correctement protégé et profitant de longues périodes de silence sous le ciel étoilé. Après une première rencontre tendue, marquée par une disparité de pouvoir évidente, ils se sont progressivement réchauffés l'un envers l'autre et ont formé une alliance prudente mais confortable. Au lieu d'apprendre sur les cathares à partir d'un affichage holographique stérilisé, Émile écoutait les récits d'Ivy qui étaient les liens d'un peuple fier et noble avec de riches traditions et une histoire de grande chasse
toutes désormais éclipsées par la terrible peste. Alors qu'elle décrivait la perte silencieuse des pépinières et le terrible chagrin qui s'était abattu sur son monde, il pouvait voir l'angoisse profonde dans ses yeux et réalisa que son offre initiale énergique avait été motivée par le désespoir et non par l'arrogance. En voyant ses doigts agiles manipuler des câblages complexes et en écoutant ses explications détaillées des concepts biologiques et physiques, son intérêt pour lui grandissait. Des idées qui lui semblaient aussi étrangères que son propre univers l'était pour lui. La force de sa compréhension néanmoins lui était évidente. Une nouvelle forme de pouvoir qui pouvait surmonter des obstacles que sa lance et ses griffes étaient incapables de franchir. Le front professionnel de leur alliance a commencé à s'effriter lors d'une recherche. Pendant des heures, ils avaient suivi une énorme bête ailée qui semblait attendre un gros repas grâce à son corps gras. Comme elle était sûre d'elle, Ivy a choisi une méthode acrobatique avec l'intention de sauter d'une branche épaisse d'un arbre massif et de surprendre le monstre alors qu'il descendait. Un arc parfait de fourrure noire et de muscles tonifiés contre le fond verdoyant de la forêt, elle bondit dans les airs avec une force incroyable. Mais la stabilité de son perchoir lui avait échappé. Avec un fracas assourdissant, la vieille branche céda sous son élan, sa force épuisée par la pourriture à l'intérieur. L'Ivy, normalement gracieuse, plongea à travers la canopée et atterrit avec un bruit sourd dans une mare cachée de boue épaisse, scintillante et bioluminescente au lieu d'une attaque victorieuse sur sa victime. Il y eut une brève période de silence stupéfait. Le guerrier menaçant de 9 pieds se redressa lentement, enveloppé dans la boue gélatineuse scintillante, tandis qu'Emma regardait avec admiration. Sur sa tête, de manière très ridicule, pendait une grande feuille scintillante. Son anxiété et sa peur refoulée des derniers jours ont finalement éclaté alors qu'il laissait échapper un rire étouffé qui s'est rapidement transformé en un fou rire incontrôlable. Un grognement profond retentit dans la poitrine d'Yvette alors qu'elle le regardait, ses yeux verts se rétrécissant. Son orgueil était manifestement blessé. Alors qu'elle voyait la petite créature recroquevillée et riant de manière incontrôlable, le ridicule de sa situation sembla également la frapper. Un ronronnement profond et résonnant de plaisir retentit à travers la prairie, alors que le grognement baissait en hauteur et se transformait en un son vibrant et inconnu qu'Émile mit un certain temps à reconnaître. Un moment d'humour imprévu qui a renforcé leur relation plus que n'importe quelle tragédie partagée n'aurait jamais pu le faire. Quelques jours plus tard, lorsque le scanner improvisé d'EML a suivi la faible signature énergétique des systèmes principaux de son vaisseau, il a détecté un signal secondaire plus faible, mais clairement artificiel, déviant leur trajectoire vers une vallée profonde et densément boisée. Les restes d'un autre vaisseau pouvaient être vus là partiellement engloutis par la forêt en constante expansion. Sa coque avait la forme angulaire distinctive de l'ingénierie cathare. Sur le lieu du désastre, il régnait un calme étrange, comme si l'endroit avait été abandonné et les victimes étaient anciennes. Les mains posées sur le métal cabossé du hall Ivy, s'approcha de l'épave avec une attention prudente. Son visage était opaque. Il était évident que le vaisseau appartenait à son peuple, mais c'était une vieille classe de scouts qui n'avait pas servi depuis des décennies, donc sa présence ici était déconcertante. Ils ont travaillé ensemble pour soulever la trappe principale et sont entrés à l'intérieur. La poussière et les ombres remplissent la pièce et l'air est lourd de l'odeur d'ozone et du passage du temps. Émile, son intérêt technologique triomphant de sa peur, se dirigea vers le cockpit, tandis qu'Ivy montait la garde de ses sens en alerte maximale. En transférant la puissance restante du générateur de secours au panneau de contrôle principal, il a ramené les systèmes du vaisseau à un certain niveau de fonctionnalité. Les surfaces de contrôle sur lesquelles il glissait ses doigts étaient étranges et pourtant conçues de manière logique. Le noyau de données avait miraculeusement survécu et les archives du vaisseau étaient intactes. À la grande joie d'Émile, une projection holographique s'anima
au début de la relecture, montrant le visage inexpressif d'un capitaine cathare sur une fourrure gris plus claire que le noir minuit d'Ivy. Les premières notes dans le journal de bord étaient celles d'un rapport de mission régulier décrivant les résultats d'une étude exploratoire à l'échelle du secteur. Mais quand il a révélé une mission secrète d'un groupe invisible qui s'appelait les Puristes, les journaux ont pris un ton de plus en plus anxieux et conspirateur. La dernière entrée a été enregistrée dans une course folle avec les sirènes du navire retentissant au loin. Le capitaine a raconté une histoire de trahison dans laquelle il avait reçu l'ordre de transporter un agent biologique, une arme qui, contrairement aux attentes, était destinée à sa propre espèce plutôt qu'à un adversaire. La vérité lui avait été révélée bien trop tard. La peste génétique qui détruisait leur peuple n'était pas un accident aléatoire, mais plutôt une arme biologique bien construite que les puristes avaient développée et utilisée. Un groupe cathare violent dont les membres pensaient que la pureté raciale était primordiale et qui recourait à l'extermination si nécessaire. Dans le but de mettre fin à son témoignage et de dissimuler les faits, ils avaient abattu son vaisseau spatial. L'hologramme disparut, ramenant le cockpit à une quasi-obscurité, juste au moment où le capitaine maudissait ses traîtres dans une dernière tentative désespérée de terminer le journal de bord. Ivy restait immobile, les poings si serrés que ses griffes percèrent ses paumes, tandis qu'Emma la regardait. Une fureur glaçante, silencieuse et dévorante avait remplacé le désespoir et le désarroi qui l'avaient poussé. Quelque chose avait changé dans leur objectif. La mission de rester en vie a changé de focus. La quête de justice s'est transformée en une offensive de guerre civile. Encore plus oppressant que l'air de la forêt était le silence qui suivit la dernière malédiction frénétique de l'hologramme. Un vide rempli uniquement par les respirations rauques d'Ivey et le faible bourdonnement de la console qui s'éteignait. Son but était désormais caractérisé par une colère terrifiante, calme et concentrée, rayonnant de l'intérieur, comme le feu d'une fournaise, remplaçant l'angoisse qu'il avait auparavant définie. La révélation de la trahison avait cautérisé son chagrin. Au lieu de montrer des signes de calme, ses mains se desserraient progressivement comme si elle dirigeait sa colère de la tempête vers la pointe mortelle d'une lance. Ses poings étaient si serrés que ses griffes avaient fait couler le sang. Ils ne pouvaient plus atteindre leur objectif initial. La poursuite de la maladie a supplanté la recherche d'un remède. Elle devait éliminer une malignité de son propre peuple. Alors qu'Émile l'observait, il réalisa que l'héroïne qu'il avait sauvée avait été remplacée par une tueuse et que leur alliance tendue venait de se transformer en une collaboration dans un conflit auquel il n'avait jamais voulu participer. Maintenant que son choc s'était dissipé, il reporta son attention sur la console et se mit à fouiller minutieusement le noyau de données corrompues à la recherche de tout indice sur l'origine de cette trahison, sachant que le dernier acte du capitaine décédé pourrait détenir la clé pour arrêter le d'empêcher d'atteindre le succès. Malgré leur corruption, les journaux de bord du capitaine ont néanmoins livré un trésor qui dépassait leurs rêves les plus fous. Au cœur d'une section géologiquement instable de la forêt tropicale, il existe un ensemble de marqueurs de navigation cryptés qui cartographient les itinéraires de patrouille des navires puristes. Ces marques convergent toutes vers un seul site récurrent. Seul un technicien hautement qualifié aurait pu déchiffrer la faible trace de miettes. Et alors qu'Émile comparait les informations avec les scans topographiques du vaisseau, un endroit précis est devenu apparent, un endroit si dissimulé par un réseau de canyons escarpés et de vallées épaisses remplies de canopées qu'il était presque impossible à voir d'en haut. Ici, ils atteindraient la base secrète d'où les fondamentalistes planifiaient leur génocide. Leur voyage précédent était radicalement différent de celui-ci. Leur rythme pédagogique prudent avait été remplacé par une marche silencieuse et précipitée alimentée par la rage glaciale d'Ivey. Elle traquait le paysage avec une intention meurtrière, ses sens aiguisés, à la recherche de menaces naturelles et artificielles, sa lance utilisée non pas pour la chasse, mais comme une arme prête à attaquer. La chimie entre eux a de nouveau changé, alors qu'Émile se poussait pour suivre le rythme.
Il s'est transformé d'un objet éphémère ayant besoin de soins spéciaux en une ressource indispensable. Leur connexion était plus puissante et périlleuse que leur premier contrat stérile grâce à son expertise technologique qui l'a conduite sur une voie de vengeance et à leur objectif commun. Un panorama époustouflant et périlleux de falaises imposantes et de gorges minuscules et sinueuses les attendait à la frontière des terres de Canyon où ils voyageaient sans relâche depuis de nombreux jours. Une œuvre d'art en dissimulation plutôt qu'une fortification de pierre et de métal était le poste avancé le plus authentique. Dissimulé par un mélange de technologies de camouflage de pointe et l'expansion incessante de la jungle, ces structures sont construites directement dans les parois du canyon. Un nid de vipères apparemment dissimulé était en réalité un élément intégral du monde naturel. Une simple excursion s'était transformée en une infiltration sophistiquée, une opération qui nécessiterait l'intégration ultime de leurs capacités dispersées. Dans une alcôve rocheuse qui surplombait l'avant-poste, ils élaborèrent une stratégie à la fois délicate et risquée parlant à voix basse. Afin d'attirer l'attention des gardes vers des endroits prévisibles, Ivy utiliserait sa profonde compréhension des normes de sécurité cathare et sa furtivité innée pour créer une série de petites diversions presque imperceptibles sur le périmètre de l'avant-poste. En conséquence, les petites ouvertures de chance pour Émile d'entrer physiquement et de contourner les portails de sécurité électronique qui régissaient les capteurs intérieurs de l'installation et les défenses automatiques. La conception inconnue des systèmes qu'il devait pénétrer compliquait encore davantage sa tâche déjà redoutable. Il n'était plus un héros et un survivant. Ils travaillaient ensemble comme un front unifié, tel un scalpel, prêt à trancher le cœur de la conspiration. L'incursion a commencé alors que les deux lunes de la planète projetaient une faible lueur. Un test anxieux du temps et de la foi. À travers l'obscurité, Ivy glissait comme un fantôme. Ici, un dysfonctionnement du capteur a été causé par un léger mouvement. Il y avait un problème avec la plaque de pression. Parce que chaque occurrence était si minime, les contrôleurs de l'avant-poste les auraient considérés comme un dysfonctionnement du système. Pour Émile, à chaque fois, une porte s'ouvrait. Pendant cette terrible fenêtre, il se précipitait frénétiquement d'un abri à l'autre. Travaillant avec une précision frénétique, son cœur battait à tout rompre contre ses côtes. La clé qui ouvre les portes extraterrestres est son multi-outil global. Dans les derniers instants, il a réussi à désactiver une grille laser, à rediriger le parcours de patrouille d'un drone de sécurité et à échapper à un scanner biométrique. Le code et les circuits tourbillonnaient dans sa tête. Son existence même dépend de la capacité de Ivy à influencer leurs adversaires. Alors qu'il se cachait dans ses cachettes, il observait avec admiration sa capacité remarquable à prédire chaque mouvement du garde. Son sens inné du combat est un complément idéal à son raisonnement glacial. Sous la pression de l'opération, une confiance implicite s'est développée entre eux et ils sont devenus une partie intégrante du fonctionnement de l'autre. Sans aucun doute, ils feraient tous un excellent travail. Ils faisaient de bons progrès jusqu'à ce qu'une descente de police inattendue les pousse à improviser dans un dernier effort pour éviter d'être détectés. Bien en avance sur leur horaire de patrouille, deux gardes intransigeants lourdement armés ont tourné un coin. Alors qu'Emma travaillait sur le dernier panneau pour accéder au centre de données central, leur capteur placé sur les casques scannait le passage. Soudain, Ivy apparut depuis une alcôve ombragée derrière lui et se déplaça rapidement sa main puissante, saisissant sa chemise et le tirant vers un petit passage obscur qu'il n'avait pas perçu. Elle le poussa dans un étroit conduit de maintenance, ferma la porte juste au moment où les pas tonitruants des gardes atteignaient leur poste et se faufila après lui. L'endroit était si exigu et sombre qu'il les contraignait à une proximité inconfortable mais électrisante. Avec le corps plus grand et plus chaud d'Ivy contre son dos, Emma était fermement écrasée contre le mur dur et inflexible du conduit. Sa forme formidable servait de bouclier vivant entre lui et l'adversaire.
Son propre cœur battant à toute vitesse contrastait fortement avec son rythme tranquille et régulier qu'il pouvait sentir sur ses omoplates. Des odeurs d'ozone de sa fourrure et de la terre riche et étrangère qu'elle avait collée à elle imprégnaient l'air. L'objectif élevé de sauver l'espèce s'estompa dans la vérité fondamentale et écrasante de leur proximité physique, dans l'obscurité étouffante et le silence forcé, tout comme la nature stérile de leur accord. Son étreinte semblait plus intime et protectrice que ses autres actes de sauvetage, et il en était bien conscient. Une toute nouvelle sorte de découverte se révéla à Ivy par cette proximité forcée. Un fort possessif instinct de protéger cette personne particulière, atrocement courageuse, qui était si intimement liée à son destin, la traversa alors qu'elle sentait la délicate chaleur humaine de l'homme dans ses bras. Cet instinct était complètement indépendant de sa responsabilité. Les soldats passaient, se parlant entre eux. Se déplaçant dans le couloir, mais pendant ce qui semblait être une éternité, ils ne firent rien. Une nouvelle tension non dite imprégnait le silence du conduit. Avec la magie brisée, ils reprirent leur tâche avec une détermination nouvelle, presque sombre, quand Ivy se déplaça et poussa la grande ouverture. Leur expérience commune d'emprisonnement solitaire restait un lien non dit, mais palpable. En contournant le dernier panneau, ils ont pu accéder au noyau de données le plus pur, un centre de données cristallin bourdonnant. Alors que le toucher habile d'Emile sur l'interface holographique transférait des gigaoctets de données vers un disque protégé, toute l'étendue hideuse du plan des puristes se dévoilait sous leurs yeux. Il y avait plus en jeu que seulement l'arme biologique et l'élimination de la majorité impure de leur population. Quelque chose de pire encore se cachait là. S'assurant que la prochaine génération de cathares naîtrait uniquement d'une lignée choisie et fanatiquement pure, les données contenaient des plans pour un virus de réaffectation génétique, un agent secondaire qui réécrirait l'ADN des survivants, stériliserait ceux qui avaient encore des traits récessifs et impurs, et bien plus encore. Une sorte de nettoyage ethnique biologique, c'était une stratégie de domination totale. Ils étaient en possession de la seule preuve de cette trahison suprême, une arme de vérité qui pourrait sauver leur peuple ou les mener à une guerre civile dévastatrice. Ils savaient qu'il serait bien plus difficile de s'échapper avec la preuve que d'entrer, mais ils l'avaient. Un bref carillon signala la fin du transfert de données, mais le bruit assourdissant du klaxon qui suivit le couvrit. Leur entrée fut annoncée avec une finalité définitive par un cri cyclique perçant qui résonna à travers les couloirs métalliques. La pièce était illuminée par un système de lumière d'urgence rouge pulsant qui transformait le noyau de données cristallin en un cœur sombre et palpitant. La porte de leur opération secrète s'était refermée brusquement, rendant leur infiltration soigneusement orchestrée une impasse et les mettant face à la sombre certitude d'une confrontation sans compromis. Ils étaient sur le point de s'enfuir lorsqu'une silhouette aussi silencieuse qu'un fantôme entra dans la pièce et la domina avec une autorité supérieure à celle des gardes qu'ils avaient échappés. Bien qu'ils partagent le nom de Cathare avec Ivy, il était une bête sculptée de clair de lune et d'acier, avec une fourrure gris argentée et des yeux bleus glacés, plutôt qu'un monstre à la fourrure nocturne et à la force primale féroce. Il avait une arme à plasma élégante et futuriste qu'il tenait nonchalamment dans une main dégageant une confiance mortelle malgré l'absence de lance. Alors qu'il examinait la situation, Cale, le cerveau derrière le mouvement le plus pur, lança à Emile un regard de mépris total, et son visage charmant et magnifique s'illumina d'un sourire rassurant et placide. Ses yeux s'attardèrent sur Ivy avec une pointe de regret. Il a terminé choisi de parler au lieu de lever son arme. Il avait une voix imposante et persuasive qui n'était pas altérée par les traducteurs, un baryton riche et sonore qui perçait sans effort à travers le bruit. Ses commentaires tissaient une tapisserie effrayante et fascinante d'enthousiasme et de raisonnement, alors qu'il parlait directement à Ivy, ignorant Emile, comme s'il n'était qu'un meuble.
La tare génétique était présentée par Cale non pas comme une tragédie, mais comme un creuset essentiel, un feu qui purgerait les faibles et créerait une race plus forte et plus concentrée, un peuple digne de son destin, tandis qu'il racontait la belle histoire, la force et la pureté de leur peuple. Il a présenté ses propres actes comme une opération nécessaire mais douloureuse pour préserver l'essence de leur espèce plutôt que comme une extermination. Il se présentait comme un visionnaire qui doit prendre des décisions difficiles quand les autres leaders hésitent. Son visage trahissait un mélange de sympathie et de mépris lorsqu'il pointa du doigt Émile, le décrivant comme un instrument biologique laid, mais essentiel, une aberration génétique qui serait retirée de leur arbre généalogique une fois son rôle accompli, un mal nécessaire qui serait enduré mais jamais chéri. En tant que véritable combattant et cathare de sang pur, il supplia Ivy, lui disant de regarder la situation dans son ensemble, de mettre de côté le romantisme erroné qu'elle avait pour l'alien et de s'associer à lui pour créer un avenir non contaminé pour leur peuple. Imaginez un monde où ils pourraient se tenir fièrement sans tache dans le futur. Alors qu'elle écoutait ces paroles venimeuses, la colère d'Ivy s'était refroidie à une température centrale de 0 et son visage était devenu un masque de pierre illisible. Elle était nettement plus expressive par ses actions que par ses mots après qu'il eut fini de parler. Elle a fait connaître son rejet inébranlable de ses croyances perverties en levant sa lance en os, sa pointe dentelée brillant dans la lumière rouge stagnante. Voyant qu'elle avait décidé de se tenir aux côtés de l'ennemi, le sourire de Cale finit par se transformer en une expression de sincère remords. Alors qu'il levait son arme, un soupir s'échappa de ses lèvres et la pièce devint un tourbillon d'activité. Plutôt qu'une bagarre désordonnée, le duel était une danse violente et complexe entre deux experts. Une confrontation entre des idéologies concurrentes. La guerre moderne des Cathars était incarnée par Cale. Avec ses mouvements précis et efficaces, il maintenait Ivy en mouvement constant grâce au tir de feu brûlant de son fusil à plasma. Il se battait comme un fanatique ses convictions inébranlables. Ses assauts étaient méthodiques et persistants, destinés à écraser et à brûler. D'autre part, Ivy personnifiait les coutumes de leur famille. Elle se déplaçait avec fluidité et explosivité, et sa lance et ses griffes étaient une extension de son corps. L'avenir volé de son peuple pesait lourdement sur ses épaules alors qu'elle luttait. Elle riposta avec une rafale de parade et d'esquive, essayant de l'attirer plus près pour pouvoir utiliser sa puissance brute afin de surmonter son avantage technique. Alors que les éclairs de plasma brûlaient l'air autour de lui, Émile cherchait frénétiquement un abri derrière une rangée de serveurs bourdonnants tenant fermement le disque dur contre sa poitrine. Dans cette confrontation physique, il était complètement et totalement impuissant. Un fardeau dont le seul impact jusqu'à présent a été d'inciter à ce bain de sang. Le conflit féroce se déroulait sous ses yeux. Instinctivement, son esprit scientifique commença à disséquer l'image à la recherche d'une variable qu'il pourrait contrôler en évaluant les trajectoires et en calculant les sorties d'énergie.